Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un véritable plaisir de débuter la semaine avec vous. Nous serons donc ensemble du lundi au vendredi, 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur la 3. Mais avant, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire du premier numéro de la semaine de la Grande Team. L'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Dans la rubrique Actu, on parle de la Ligue des champions CAF. La SEC a-t-elle été convaincante? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Alors, bienvenue sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. La question LGT de ce soir, Ligue des champions CAF, la SEC a-t-elle été convaincante? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour l'émission de ce soir, la belle équipe de ce soir est composée d'Henri Joël, de Jean-Philippe, de José Djati et de Roger Stéphane. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, José Djati. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de la Grande Team ce soir. Enchanté. Roger Stéphane. Oncle. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Marie-Christine. Les vacances se sont bien passées? Globalement, oui. On va dire oui. Je suis beaucoup reposé. Oui. Et vous m'avez beaucoup manqué à tous. Je suis là. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, on note donc le grand retour de Roger Stéphane. Quand même, Diego Maradona est de retour. Voilà. Henri Joël et Jean-Philippe, vous, c'est un plaisir. On était ensemble les semaines passées et je suis toujours enchantée, ravie de vous avoir à mes côtés. Voilà, Roger Stéphane, quand vous n'étiez pas là, j'étais avec des hommes bien. Je reprends mon trône, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Je suis là. Bon, avant de passer à ces histoires de trône, oui, Jean-Philippe. Non, laissons-le. Laissons-le, non, c'est mieux. Il va s'acclimater. D'accord, ok. Bon, on débute véritablement avec la première rubrique et c'est LGT News. LGT News. Démarrons les news avec du taekwondo. Grand Prix de Manchester. Cissé en or, Bagby valide son billet pour les JO. Les deux icônes du taekwondo ivoirien que sont Cissé Cheikh Salah et Gbagby Ruth peuvent être satisfaits de leur performance au Grand Prix de Manchester, disputé le week-end dernier en Angleterre. Pour la dernière compétition d'envergure de l'année 2023, ils ont doublement mis du baume au cœur des férus de cette discipline. En effet, en remportant la médaille d'or, Cissé Cheikh Salah a conforté son rang de numéro 1 mondial chez les plus de 80 kg. Je ressens une vive impatience à l'idée de concrétiser le rêve de milliers de jeunes en remportant une médaille d'or lors des prochains Jeux Olympiques. Votre soutien indéfectible est une source de force incommensurable, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Gbagby Ruth, qui a terminé la compétition à la 4e place, composte son ticket pour Paris 2024. Une très bonne nouvelle pour le taekwondo ivoirien. LGT News. Jeu d'échecs. Cocody Chess Club lance ses activités de fin d'année. Cocody Chess Club a officiellement procédé au lancement de ses activités de fin d'année. C'était le samedi dernier. Il faut dire que durant cette période, c'est-à-dire du 2 au 17 décembre, 3 compétitions vont tenir en haleine les échiphiles. Les Blitz, parties très rapides en cadence de 5 minutes. Les rapides, parties en cadence de 10 minutes. Et les classiques, parties longues en cadence d'1 heure. Meubleront le programme. Les participants auront 1 million de francs CFA à se partager. Rappelons que les Blitz et les rapides des 2 et 3 décembre ont vu les victoires de Hugues Kwame et Marc Amako. Les 16 et 17 décembre soutiennent les classiques. Les compétitions internationales, c'est les compétitions classiques, c'est-à-dire les compétitions longues, où on prend vraiment le temps de réfléchir, calculer, concevoir des stratégies. Ouais. Et ça, c'est ça la norme. Maintenant, à côté de ça, même dans les compétitions internationales, on fait des tournois de blitz ou de rapide, soit pour départager les gens, ou bien pour savoir ceux qui réfléchissent vite. Parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu de réflexion, de conception et de stratégie. Voilà. Donc nous voulons voir dans notre club qui est le champion dans chaque catégorie. Qui réfléchit vite et juste, qui réfléchit lentement, mais plus fort. LGT News. Tennis. Rafael Nadal annonce son grand retour en janvier 2024.
Rafael Nadal a annoncé son retour en janvier 2024 dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Après avoir été éloigné des courts depuis le début de l'année 2023 et être redescendu à la 663e place au classement ATP, l'homme aux 22 titres de Grand Chelem pense désormais être prêt à la compétition. Je crois que j'ai travaillé assez dur toute ma vie sportive pour que ma fin ne soit pas à une conférence de presse. Je vais travailler dur pour finir ma carrière de la bonne manière, a-t-il déclaré. Son retour se fera à Brisbane en janvier 2024 pour le bonheur de ses nombreux fans. LGT News. Parlons de football à présent. Sporting Club de Gagnoa. Alain Yoncian remercié. Alain Yoncian n'est plus l'entraîneur du Sporting Club de Gagnoa. Il a été limogé par les dirigeants de cette formation. Un limogeage assez surprenant vu que le technicien ivoirien avait commencé à redresser la barre. Lui qui avait battu l'ASEC Mimosa il y a 2 semaines. Pour l'heure, l'identité de son remplaçant n'a pas encore été révélée. Mais certaines indiscrétions annoncent Sorojan sur le banc. Quant à Alain Yoncian, l'on apprend également qu'il serait en route pour un nouveau challenge. Nous y reviendrons. LGT News. Championnat national de football féminin. Les résultats de la 4e journée connus. Le championnat national de football féminin de division 1 bat son plein depuis l'entame de la nouvelle saison. L'Atlético, l'ASEC Mimosa et FC Inter sont les 3 équipes qui ont réalisé un score fleuve à l'issue de cette 4e journée. Le premier cité a battu l'Africa Sport 8-0. Le second s'est défait de l'AFAN sur le score identique. Tandis que la 3e équipe, évoquée, a fait plier les Chines à RFC de Cocody 8-4. LGT News. Deuil. Drissa Saboteur n'est plus. C'est la triste nouvelle au niveau du football africain. Drissa Traoré Malo, dit Saboteur, est décédé le week-end dernier. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans des suites d'une maladie. L'information a été donnée par sa fille, artiste chanteuse Sonia Karedas. Entraîneur burkinabé de renom, Saboteur fut le premier coach à avoir qualifié son pays pour la première fois à une phase finale de la CAN. C'était en 1996. Il est passé par la SEC Mimosa en tant qu'entraîneur principal et a aussi entraîné le Sporting Club de Gagnoa. Toutes nos condoléances au monde sportif africain et à sa famille biologique. On avait donc des news composées de taekwondo, de jeux d'échecs, tennis et aussi football. Une autre information complémentaire, savez-vous que les rivalités commencent déjà à s'installer pour la CAN 2023 ? Et oui, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller et le défenseur burkinabé Edmond Tabsoba annoncent les hostilités dans ce court extrait proposé par Canal Plus Sport Afrique. Ne regardez pas. Seb, on vous attend pour la CAN, hein? Attendez-vous, c'est nous qui vous attendons. On se retrouve en finale ou... Et vous nous mettez où? Nous aussi on est chez nous. Bon voilà, nous on attend tout le monde pour la CAN chez nous, la CAN de l'hospitalité. On commence maintenant le débrief des news. Et Jean-Philippe, on commence avec vous, on parle football féminin. Oui, football féminin, retour aux affaires locales après la magnifique compétition qui a eu lieu ici en terre ivoirienne du côté de San Pedro et de Korogo. Le championnat national de football féminin a été relancé. On se rappelle de cette première journée qui avait mis aux prises l'Africa Sport d'Abidjan, section féminine à l'ASEC Mimosa, les néo-promus de la Ligue 2 ivoirienne au niveau du football féminin. C'est une rencontre avec une victoire écrasante des jaunes et noirs 8-1 et la SEC continue sur sa lancée. Dans cette 4e journée, elle a étrié la formation de l'AFAN 8-0. Il y a eu également le même score en faveur de l'équipe de l'Atlético contre l'Africa Sport d'Abidjan 8-0. L'Africa dont ça ne va pas du tout pour l'instant. On a appris que le club serait en train de revoir au niveau de son effectif pour attirer des internationales, surtout venant du Nigeria. Peut-être que ça va stopper l'hémorragie et puis permettre aux Verts et Rouges de se sauver durant cette saison. Mais on a quand même quelques réveils. L'équipe de la Juventus qui a battu la formation des Bandama FC notamment. Ouais. Pour l'instant, ça se passe bien du côté des dames, il y a du spectacle. On apprécie ce qu'elle produit sur le terrain. On espère qu'avec la participation de l'Atlético à la Champions League africaine et pourquoi pas la possibilité aux champions de Côte d'Ivoire à venir de participer à cette compétition, on va avoir un niveau qui va se lever. C'est vrai que les scores sont assez larges, ça montre un peu la disparité en termes de niveau des différentes formations, mais il faudrait que les dirigeants de ces différentes équipes-là puissent véritablement s'appesantir
pour essayer de trouver des solutions à cela. Pour l'instant, il y a 3 équipes qui réussissent à faire un très beau parcours. Il y a l'équipe de l'Atlético, comme je le disais, il y a la SEC Mimosa et il y a le champion, oui, ça c'est l'Atlético. L'Atlético, ok. Donc ça fait 2. Non, je ne veux pas dire c'est Inter. Ah d'accord. Okay. Merci beaucoup, Henri. Mais parlons déjà du Sporting Club de Gagnoa. Alain Yoncian n'est plus l'entraîneur du Sporting Club de Gagnoa. Oh oui, c'est la nouvelle qui est tombée, le balai pour les entraîneurs qui sont renvoyés, si je peux le dire comme ça, continue. En une journée, nous avons eu récemment 4 coachs qui ont été virés. Aujourd'hui, c'est Alain Yoncian qui part. Déjà, son bilan, c'est 7 défaites, 4 victoires, 3 nuls. Après 14 journées, il a 15 points et il est à la 11e place. Alors, est-ce que c'est... Parce qu'il y a eu le coach, allez, je vais quand même poser la question de savoir pourquoi cette décision de sa direction. Ce qu'il a eu à me dire, c'est que c'était pour insuffisance de résultats. Bon, ça c'est l'argument un peu utilisé dans notre championnat quand tout va mal dans un club et quand on a envie de se débarrasser d'un coach. Néanmoins, comme il a dit, il a des appels, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit hors du pays. Mais pour l'instant, il attend la notification de ce limogeage-là par écrit avant de prendre une quelconque décision sur son avenir. Donc voilà la situation pour l'instant de Alain Yoncian par rapport à cette équipe du Sporting Club de Gagnoa qui est 11e bien sûr et qui a 15 points. D'accord. Non, juste ce que je voulais dire, c'est assez étonnant pour enchérir au niveau des propos d'Henri Joël. Quand on sait que cette formation du Sporting Club de Gagnoa a changé de président cette année et que le budget était revu à la baisse et que même le président avait mis dans ses objectifs que l'équipe allait jouer pour le métier. Alors, on voit un entraîneur qui, pour l'instant, est en train de réaliser ce que le président a demandé et on le libère pour insuffisance de résultats. Bon, on verra ce que sera de peut-être le métier, c'est le milieu du tableau. Non, je pense qu'on aura de plus amples informations dans les jours à venir. Roger Stéphane, avec vous, une nouvelle plutôt triste. C'est un peu dommage. Hein. L'Afrique vient de perdre l'une de ses fiertés en matière de football. Il s'agit de Drissa Traoré, on l'appelle saboteur. Il est décédé donc ce week-end, il avait 80 ans. C'est un technicien bien connu des sportifs ivoiriens parce qu'il a entraîné quelques clubs ivoiriens, notamment la SEC Mimosa, entre 86 et 87. Il est revenu une deuxième fois entre 2001 et 2002. Drissa Saboteur, il a été une fois champion de Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa, c'était en 2002 je crois. Et il a même joué la demi-finale de la Ligue des Champions cette même année en 2002. Il a eu la chance de coacher quelques grands noms de la SEC Mimosa, Fallé Villasco, ce formidable libéraux des années 80, Michel Bassolet sur le front de l'attaque. J'ai entendu également Soro Jean, Zaré Mamadou, qui était au milieu du terrain, qui lui un peu plus tard devenait également entraîneur de la SEC Mimosa. On a parlé également de Ndeye Aboubakar. Je ne peux pas confirmer cette information, mais il semble qu'il a entraîné le grand Ndeye Aboubakar, ce redoutable joueur de tête de la SEC Mimosa des années 80. Oui, donc il nous a quittés. Il a été également le premier entraîneur noir à avoir qualifié le Burkina Faso pour une phase finale de Coupe d'Afrique. C'était en 1996, en Afrique du Sud. Coupe d'Afrique remportée par les Bafana de l'Afrique du Sud. C'est l'époque des Marc Fish et autres, Dr Koumalo. Et donc, oui, Saboteur est parti. C'était un entraîneur très, très rigoureux qui connaissait parfaitement son métier. J'ai appris qu'il a été formé à l'école allemande. Il a été formé à Leipzig, en Allemagne. C'est vous dire à quel point c'était un très bon technicien. Il était rigoureux, il était ferme. Mais on m'a dit également qu'il était assez paternaliste, savait manier la fois le bâton et la carotte. Dans tous les cas, c'était un très très bon technicien qui entraînait également le Sporting Club de Gagnoa. Donc oui, il a fait un peu le tour du pays. C'est dommage, l'Afrique perd un entraîneur de grande qualité. La Côte d'Ivoire l'a beaucoup aimé, beaucoup adopté. Le Burkina également, paix à son âme. Je voudrais faire un petit souhaiter adresser toutes mes condoléances à la grande famille du sport en Afrique, à la Côte d'Ivoire et à sa famille biologique, sans oublier évidemment le Burkina Faso. C'est un grand bonhomme, grand bonhomme en termes d'entraîneur au plan africain qui nous quitte. Malheureusement, bon, il aura laissé de très bons souvenirs. On va dire pour conclure, il n'a pas vécu en vain. Il n'a pas vécu en vain, effectivement. Toutes nos condoléances donc à toute la famille sportive et aussi à sa famille biologique. José Diati, avec vous, on parle tennis. Effectivement. Oui. C'est le grand retour de Rafael Nadal, blessé et qui revient en force, comme on le disait au micro tout à l'heure, avec ce joueur beaucoup physique, qui traîne souvent des genoux. Ah ouais. Est-ce que ce retour-là même présage même de bon augure
parce que le tennis, c'est vrai, c'est un sport individuel, mais beaucoup d'intensité. Et avec des joueurs comme Djokovic, qui pète la forme encore, et aussi Alcaraz qui est là, est-ce que Nadal pourra effectivement revenir à son top niveau? Bon, comme on dit, c'est le seigneur de la terre battue. On espère que la terre battue va le transcender, particulièrement celle de Monaco. On espère. Bon, nous, on marque une petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu de ce soir, Ligue des champions CAF. L'ASEC a-t-elle été convaincante? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Allez, à tout de suite. Alors, nous sommes en direct sur la 3 et c'est un plaisir d'être avec vous en ce début de semaine, en ce lundi. J'espère que vous avez bien rechargé vos batteries tout au long de ce week-end. Une nouvelle aussi qui est tombée hier au titre du meilleur athlète de l'année de taekwondo. Il faut dire que Cissé Cheikh Salah a tout raflé. Et aussi Ruth, quant à elle, remporte le prix du meilleur coup de pied de l'année 2023. Un mot sur ces prix raflés par nos taekwondo. Bon, pour Cissé, on n'est pas surpris pour Cissé. Oui. Parce que quand même cette année, oui, évidemment, il a dominé tous les galas. Hein. Il était partout, que ce soit en Asie, en Europe, sur le continent africain. Il a quasiment dominé tous ses adversaires. Donc oui, il a bien préparé les Jeux Olympiques et quand on regarde de près, il va être l'homme à battre hein, au prochain JO, notamment dans cette catégorie de plus de 80 kilos. Je pense que Cissé, il y a plus grand chose à dire au sujet de ce garçon. C'est un formidable athlète, il s'est rangé, il a mis beaucoup d'or dans sa vie, il est très concentré, il a loupé les derniers JO parce qu'il avait été sorti très tôt dans la compétition. Là, il est focus sur l'édition qui vient. C'est très bien. Par contre, pour Ruth, on était un peu inquiet parce qu'elle n'avait pas encore eu le nombre de points nécessaires pour être qualifié pour les JO. Oui. Je pense que c'est fait maintenant. La bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, c'est que nos deux grands champions, oui, nos deux grands champions seront à ces Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Oui. En 2016, les deux avaient fait sensation. Médaille d'or pour Cissé, médaille de bronze pour Ruth Gbagbi. 2020, Gbagbi avait récidivé avec une médaille de bronze. Là, en 2024, ces deux-là seront là. Est-ce qu'on aura encore des athlètes ivoiriens de telle qualité pour aller à ce tournoi? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, avec Cissé et Ruth Gbagbi, il est clair que la Côte d'Ivoire va aller chercher le podium aux Jeux Olympiques. Et on est vraiment très content pour cette récompense qui, à mon avis, est tout à fait méritée pour Cissé Cheikh Salah, qui a été imbattable, invincible tout au long de cette saison. Et oui, et félicitations donc aux deux taekwondoïnes. Oui, je vais y arriver. Allez, on passe au focus de ce soir. Du basketball. La Fédération ivoirienne de basketball a un nouveau président depuis samedi dernier. Il s'agit de Moussa Diarra. Il est sorti vainqueur du duel qui l'opposait à son prédécesseur Mahama Koulibaly. Alors, retour sur cette élection. Messieurs, un mot. Jean-Philippe, je commence avec vous. Ben, écoutez, c'est une élection qui s'est passée dans une atmosphère quand même assez sereine, assez bon enfant. Une assemblée générale élective qui s'est tenue au temple du basketball, qui est le palais des sports de Treichville. On a vu les deux délégations arriver. Il y avait beaucoup de respect entre les deux protagonistes. Et puis, finalement, il y a eu ce vote qui a sacré le nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball. Il faut dire qu'on a beaucoup apprécié l'esprit qui a plané tout autour de cette élection. Il n'y a vraiment pas eu d'invective. Cela a permis aux différents électeurs de se concentrer sur les offres des différents candidats, des offres tout aussi alléchantes, mais je pense que c'est à ce niveau que la différence a dû se faire. Les électeurs ont plutôt penché pour un nouveau projet en faveur du président Moussa Diarra et on espère que tout va bien se passer. Et est-ce qu'on s'attendait à ce que le prédécesseur ne soit pas reconduit, Henri Joël? Plus ou moins. Oui. On s'attendait plus ou moins à ce résultat-là, mais aussi l'âge. Bon, là, je ne m'y attendais pas. Seulement que, voilà, au basketball, notamment sur ces dernières années, de la fin du mandat du président Mahama Koulibaly, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a eu pas mal de bruit, notamment au niveau de l'équipe nationale, avec certains acteurs autour de lui. Donc forcément, on a senti cette fracture-là au sein de la famille du basketball. Et en allant à ces élections, voilà, on savait plus ou moins que voilà, ce résultat-là allait arriver, c'est-à-dire la non-réélection du président sortant et peut-être voilà, l'élection d'un nouveau. Voilà, plus ou moins on s'attendait à ça.
Oui, et il faut dire qu'il a été plébiscité dans la grande majorité, hein, José. Bon, peut-être Henri Joël était dans le sécurité des dieux. Certainement. Non, vraiment, pour les citoyens lambda, c'est une grosse surprise. C'est une grosse surprise, oui. C'est une grosse surprise. Oui. Et puis, tout le monde est désemparé. Parce que pour qu'on soit battu à une élection, soit c'est le bilan sportif, soit c'est le bilan au niveau financier, la gestion des choses, sur ces deux tableaux, il n'y a rien à reprocher à Mama Coulibaly. Rien n'a été mis en avant. Donc, je pense plutôt qu'il y a eu d'autres choses extra-sportives voilà, qui ont fait que le président Mama a perdu. Et sinon, c'est une grosse surprise qu'il ait perdu. Voilà. Moi, je vais me mettre au milieu des deux. Henri Joël dit et c'était pas une surprise. Oui. Bon, certainement qu'il était dans le secret des dieux, comme dit José Diati. Diati dit, logiquement, il aurait pu remplir parce que son bilan est bon. Bon, c'est toute la complexité des associations, ça. Parce que j'ai vu les chiffres. Je crois que c'est 105 voix, soit 74% des suffrages exprimés, contre 37 voix, soit 26% contre le président sortant. Mais j'ai rarement vu ça dans une élection, dans une fédération, où un président a fait beaucoup d'efforts. Je dis, c'est un naufrage, c'est un désaveu incroyable. On ne sait pas ce qui s'est passé là. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Finalement, on s'est dit qu'il y a peut-être la partie visible du fonctionnement d'une association qui est vue de l'extérieur par ceux qui ne sont pas à l'intérieur. Et puis, il y a la partie non visible de l'iceberg. En interne, il y a beaucoup de difficultés. Parce que quand on regarde Mahaman Coulibaly, quand même, c'est deux vice-champions d'Afrique au niveau des hommes et des dames. Il fait mondial de basket. N1, N2, c'est très bien. Playoff, c'est très bien. Le basket renaît un peu. Mais maintenant, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il a même eu un prix d'excellence. Oui, maintenant, je termine. Oui, terminez. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On a le temps de creuser ça tout à l'heure. Pour que les membres de l'association en interne désavouent de la sorte ce président de fédération. J'avoue que je suis encore perdu, mais les chiffres sont effarants. Ils ont quasiment humilié notre Mahaman Coulibaly. Le mot est fait, mais c'est la vérité, il y a quelque chose qui s'est passé. Je voulais rebondir un peu sur les chiffres que Stéphane donne. Quand on prend les chiffres, effectivement, c'est un naufrage. Mais à l'analyse de la profondeur, ce naufrage-là est à l'avantage de Mahama. Pourquoi? Parce qu'on voit effectivement qu'il y a un problème. Voilà. Parce qu'avec le travail qui a été fait, moi j'aurais souhaité que sur le plateau, il y ait peut-être quelqu'un de la nouvelle équipe. Voilà. Mais peut-être l'ancien bureau même, pour que Mahama ou bien un membre soit venu nous expliquer. Ce naufrage-là, moi je pense qu'à l'analyse, c'est à l'avantage de Mahama. Parce que si c'était serré, on aurait pu penser que c'est peut-être le programme qui a fait la différence. Mais vu comme ça, ça veut dire que c'est un désaveu qui est extra-sportif. Carrément extra-sportif. Wow. Qui est lié, qui est sûrement lié à des états d'âme, à des problèmes de gestion des personnes, à des problèmes que les gens n'ont pas digérés sûrement. Voilà. Et qui sont ressentis dans le vote. On ne sait pas vraiment. Oui, Jean-Philippe. Ce que je veux dire, j'ai entendu tout à l'heure le grand frère José Diati dire que le bilan de Mahama a été excellent d'un point de vue sportif, d'un point positif, pas excellent. Merci. D'un point de vue financier. Mais je pense que lors de la dernière Assemblée générale ordinaire, où il y a eu une présentation des états financiers de la Fédération de football, qui n'a pas été donné au bureau de basket. De basket. Excusez-moi à mes amis du football. Oui. Qui n'a pas été donné au bureau exécutif de la Fédération de basketball. Je pense que c'était déjà des prémices qui annonçaient ce qui allait arriver à l'Assemblée générale extraordinaire. Parce que si on est satisfait d'un travail qui est effectué, le minimum pour ceux qui prennent part à l'Assemblée générale ordinaire, c'est de donner au moins quitus par rapport au point de gestion qui est fait par le président sortant. Alors que là, il y a eu des points d'interrogation. On s'est dit même qu'entre cette Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire, peut-être qu'ils auraient eu le temps d'organiser une Assemblée générale pour permettre au président, bien évidemment extraordinaire, de pouvoir revenir pour expliquer, ou lever les différents points concernant ces états financiers-là. Bon, ça n'a pas été fait puisque ce n'est pas inscrit dans les tests de la Fédération de basketball. On est parti directement à l'élection du président de la Fédération de basketball. Ce qu'il faut également comprendre au niveau du basketball ivoirien, c'est vrai que beaucoup de personnes connaissent plus Mahama, mais le président Moussa Diarra n'est pas un novice dans cette discipline. Ça, il faut le noter également. Personne ne conteste son élection. Non, je n'ai pas dit qu'on conteste son élection, mais essayer de démontrer que c'est peut-être un problème de personne qui a fait que plus de
il y avait 80 combien de votants là déjà, puisque le président Diarra a eu 68 votants avec lui. C'est-à-dire... nous avons les chiffres. 31 centres de formation. Que la régie va afficher d'ailleurs. Et 37 clubs. 31 centres de formation, 31 centres de formation et 37 clubs. Nombre de votants, oui. Oui, 92 votants, mais je donne déjà la différence. Oui. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs ont une pondération double. Leur vote compte 2. Mais si on regarde intrinsèquement, le président Diarra a eu avec lui 31 centres de formation pour 37 clubs. Et le président Mahama a eu 11 centres de formation pour 13 clubs, alors qu'ils sont allés voir tous les membres du bureau exécutif. Comment n'a-t-il pas pu, avec ce résultat, convaincre le maximum des membres du collège électoral pour se retrouver à ce niveau? Donc, je ne pense pas que le problème soit seulement un problème de personne. On ne peut pas me faire comprendre que sur 92 électeurs, il y a plus de 68 qui n'aiment pas le président Mahama. Non, je pense qu'il faut aller sur un autre point d'analyse. Il y a eu des présentations de programmes. Il y a eu un programme qui a été choisi parce que certains l'ont trouvé réaliste et alléchant, et un autre programme dont ils n'ont pas donné le quitus parce qu'ils estimaient que peut-être que cela ne ferait pas leur affaire. Moi, c'est comme ça que j'analyse la situation. Je voudrais dire au niveau des clubs, vous savez, dans la restructuration de la fédération de basket même, il y a certaines choses qui étaient en train de mise en place, qui ont heurté certaines personnes. Vous prenez par exemple la famille de la SOA et ses alliés, qui est dirigée par l'IDEM, qui gère lui seul à peu près 10 clubs. Il parle des clubs là. Oui, allons-y. Il gère à peu près 10 clubs, lui seul. Voilà. Qui a chez les filles en D1, qui a 3 clubs. Chez les filles. Chez les garçons, 3 clubs. En D2, 2 clubs. En D1, en D3, 2 clubs. Un club. Donc, du point de vue éthique, ce n'est même pas bien pour une fédération. Du point de vue éthique. Ce sont les mêmes qui ont élu Mahama. Laissez-le terme. Oui, c'est ce que je dis. Non, je ne suis pas ici l'avocat de Mahama. Je pose un problème, on peut en débattre. C'est un problème d'éthique. Donc, on dit, par exemple, ce n'est pas normal qu'un club, quelqu'un puisse gérer au moins 10 clubs comme ça dans une association. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu à tout ça, ça heurte. Tout ça, ça heurte. Ok, oui, j'ai une réponse là. Henri Joël, allez-y. Jean-Philippe, vous avez je voulais donner peut-être une réponse sur le cas du Jardin. Je pense que ça va arranger Henri Joël même dans son argumentaire. Oui, voilà, parce que je suis très à l'aise quand le grand frère José Diaty parle du cas du général Ali Dem, qui était général de l'armée. Aujourd'hui, il faut le dire, si la Fédération de basketball a retrouvé une telle lueur avec l'arrivée des Mahama, c'est aussi grâce un peu au général Dem. Parce que lorsque les clubs classiques de basket ont eu des difficultés, lorsque des équipes emblématiques comme la SEC se sont retirées, c'est l'armée de Côte d'Ivoire, à travers le général Dem, qui a réussi à convaincre l'armée de monter plusieurs équipes pour permettre notre championnat d'être toujours compétitif. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, je peux vous le confirmer, dans le bureau de M. Mahama se trouvait donc le président de la Société omnisport de l'armée, qui est un club qui fait partie, entre guillemets, de l'écurie du général Dem. Et ce club a maintenu son soutien à Mahama. C'est dire que, bien vrai qu'il ait 10 clubs avec lui, ça ne veut pas dire simplement que c'est 10 clubs qui sont venus pour voter pour lui. Est-ce que c'est normal? Vous pouvez avancer, monsieur. Oui, Henri Joël. Non, moi, ce que je parle, est-ce que c'est normal? Après mon analyse... Je ne dis pas que... On ne parle pas en même temps. Après mon analyse, José Diaty me parle de problèmes de personnes. Donc, ce que je veux, c'est que, si je dois comprendre par là, c'est que le président sortant avait un problème de personnes avec plus de... 68 personnes, 68 présidents ou bien 68 votants. Donc c'est que le problème, ce n'est plus les 68. Voilà, il faut aussi faire l'analyse dans ce sens. Si 68 personnes qui vous ont porté à la tête d'une fédération ont des problèmes de personnes avec vous, c'est que quelque part, il y a un gros problème. C'est pour ça que j'ai dit, en allant à cette élection, plus ou moins, on s'attendait à cela. Et d'ailleurs, c'est qui va, parce que une chose est sûre, dans une fédération comme le basket ou le foot, quand vous venez, d'abord vous avez un programme, non seulement pour l'équipe nationale, mais aussi pour les clubs. C'est ça. Alors, c'est l'équipe nationale que nous, depuis les analyses de toutes les années, on ne parle que de l'équipe nationale. L'équipe nationale féminine a fait tant, l'équipe nationale masculine a fait tant. Mais pas des clubs. Mais les clubs... C'est quoi le bilan? D'accord, bon. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Non, j'arrive à vous. Notre équipe de reportage. Ça a toujours été comme ça. Tout le monde suit le basket. José, un carton jaune. Henri Joël, un carton jaune. C'est moi qui avais la parole. Donc j'avance. Notre équipe de reportage aussi a recueilli les propos à chaud de Mahama Coulibaly et Moussa Diarra. On regarde.
Libéré. Je suis libéré parce que travailler dans les conditions sous pression, vous avez vu que j'ai fait cette élection anticipée pour être libéré. Continuer ou ne pas continuer, c'était ça l'objectif. Parce que gérer la fédération avec la pression, elle est importante. Donc là, je suis vraiment libre, libéré, parce que, en fait, on ne peut pas diriger sans la volonté de ceux que vous dirigez. Donc c'est toujours important. Quand vous sentez qu'il y a peut-être des insatisfactions, il faut mettre son pouvoir en jeu. C'est ce qu'on a fait et on est heureux de l'avoir fait. Et je pense que si on aime le basketball, c'est une bonne attitude que nous avons eue. Et vous avez constaté que la gestion de transparence est très importante. Ce n'est pas parce qu'on a des résultats qu'on est forcément celui qui doit gérer une fédération. C'est la volonté de la collectivité. Donc il faut retenir qu'on a géré avec transparence et on a permis aux acteurs de pouvoir décider de la suite de la fédération. Donc on peut retenir que tout s'est bien passé. C'était ça l'objectif, l'apaisement, la transparence et la continuation de ce qu'on a mis en place. Donc je pense qu'il faut retenir, il faut dire merci à l'ensemble des acteurs qui ont été sages, qui ont décidé du sort du basketball en toute transparence et en toute liberté. Nous avons mené notre campagne, nous étions confiants. Nous avons essayé de convaincre les clubs sur notre programme. Nous avons parlé avec l'ensemble des clubs sans exclusion et nous l'avons dit sur notre dernière vidéo publiée hier. Nous allons essayer de rassembler. Même ceux qui n'ont pas voté pour nous, nous allons essayer de les rassembler. La première action de Moussa Diarra, c'est de dire merci d'abord à la famille basketball parce qu'en dépit de tout ce qui peut exister, la famille a pu rester soudée jusqu'à des élections et a donné une majorité. La famille s'est prononcée de manière large. Je voudrais dire merci à la famille basket, à tous les anciens et je le ferai, je vais faire le tour pour le remercier, c'est ma première action. Des mots de félicitations pour déjà ce qu'il a accompli, mais également aussi pour le fair play, pour tout ce qui a été durant cette campagne. Le président sortant reste un frère, nous aurons besoin de lui, nous aurons besoin aussi de ses idées pour faire évoluer le basketball. Voilà, des mots bien forts. Hein. Roger Stéphane. Oui, on a écouté les deux candidats et le nouveau président. Oui. Le président sortant, la pression était importante. Je suis libéré, il y a des insatisfactions. C'est bien ça qu'il a dit. Bon, ça voudrait dire clairement que oui, il y a eu des rapports difficiles par moi entre lui et certains membres de l'association. Parce que ce que j'ai pu entendre dans les couloirs, mais qu'on va confirmer évidemment, c'est qu'il y avait des relations très tendues. Il y avait un rapport financier qui était mitigé. Il y avait beaucoup de mises à l'écart. On lui a reproché par moi d'être un peu sorti sur les médias par rapport au financement des compétitions. Il n'était pas toujours en odeur de sainteté avec le ministère, etc. etc. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous êtes un président, vous travaillez bien, mais en même temps, vous avez une association avec des collègues, avec des membres, avec des camarades militants à qui vous devez un certain nombre de considérations. Quand il n'y en a pas, vous payez le prix. Maintenant, sur le nouveau président, Moussa Diarra, bon, c'est un homme d'Israël, hein. Il est président du club. Ouais. Il a été directeur de campagne de Maman. C'est d'ailleurs lui qui a fait élire Maman sur la première élection. Il a été son trésorier. Ensuite, il est parti. C'est lui qui a été médiateur entre Maman et le président du club quand il y a des crises. Donc, c'est un monsieur qui a travaillé son affaire. Il connaît les présidents du club. Il connaît le centre de formation. Il est très proche de tout le monde. Il n'y a aucun grief qui lui a reproché depuis de nombreuses années. Donc, vous avez vu que c'est un enfant d'Israël qui, autant il était proche du président Maman, a placé ses pions. Et là, il a gagné. Bon, c'était le bon moment pour lui. Il est là, on va lui souhaiter bon vent. Ce que cela m'amène à dire, c'est qu'on ne sort pas de nulle part pour venir diriger une association. Bien sûr. Une association, pour la diriger, on en est membre, on est impliqué, on a des rapports avec les autres membres de l'association. Quand vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas diriger une association. Et le Moussa Diarra nous donne une très belle leçon, qui j'espère que va servir à beaucoup de personnes. Ouais. C'est un enfant du milieu du basket. Il est avec les basketteurs, il est dirigeant du basket, il est dans le basket, et bien il a été président de la Fédération royale de basket. Bon vent à lui, il va y arriver. Voilà qui est dit. Très bonne conclusion de ce sujet, justement, de l'actu de ce soir. Nous sommes obligés d'avancer, hein, messieurs, donc on reviendra certainement au sujet principal, mais pour l'instant, pour l'heure, le sujet principal, ce soir, c'est la SEC. Donc on marque une petite pause pour vous permettre de bien souffler, messieurs, et de sortir du basket et de partir maintenant au football. Allez, pause. L'heure des tchatcheurs, c'était ça. C'est pas le rôle de la fédération de remplir les stades. Mais comment toi, tu peux être organisateur d'un spectacle et le fait qu'il ait du bon dans le spectacle ne t'intéresse pas, c'est pas ton rôle. Je dis non, c'est une fuite en avant. Et ça.
C'est pas parce que tu réussis un drill sporadique aujourd'hui, tu finis ton vis-à-vis, tu marques un but aujourd'hui, que tu dis que tu es grand joueur, que tu te compares à quelqu'un qui fait ce même geste-là pendant des années et des années. Vous pouvez ne pas le comprendre, mais c'est une psychologie qui est établie et qui est réelle. L'heure des tchatcheurs soumise à la loi de la controverse. Donc, quand le président va en France, on ne paye pas les joueurs derrière. Non, à un moment, il faut arrêter ça. C'est un argument qui ne tient pas. Le tout avec un savant mélange de débats contradictoires, de révélations troublantes et de chocs d'idées légendaires. Tout ceci avec le vocabulaire qui sied. Retrouvez l'heure des tchatcheurs du lundi au vendredi à 10h. Magat et ses consultants vous attendent pour encore plus de débats passionnants. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Sur la 3, on s'enjaille. Le paré à coup Augustin. Playlist Ivoire. Playlist Afrique. J'ai la patronne. Playlist Inter. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Alors nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et déjà à 7h, notons que Henri Joël et José Diati ont déjà un carton jaune chacun. Donc faites très attention messieurs, vous risquez de prendre le deuxième carton jaune qui signifiera un carton rouge. Roger Stéphane, vous êtes bien Non, moi je lui devrais avoir un carton aussi. Non, pour l'instant, il s'en sort bien. L'analyse comme d'habitude. C'est pas trop sûr. Jean-Philippe, vous aussi, attention. Voilà, on passe à l'actu de ce soir messieurs, on y va? Ça sera chaud aussi, la sec. C'est pas bien grave. Allez, l'actu. Et le téléphone est ouvert pour vous permettre d'interagir avec nous avec la question LGT, Ligue des champions CAF. La SEC a-t-elle été convaincante? Le 27 21 59 93 99 et aussi écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. La SEC Mimosa qui s'est hissée en tête du groupe B de la Ligue des champions suite à sa victoire ce week-end face au WAC de Casablanca. Bon, on regarde cet élément et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Alors, nous allons passer au scanner, cette performance du champion ivoirien. Mais déjà, messieurs, à vos panonceaux, la SEC Mimosa a-t-elle été convaincante face au Wydad de Casablanca? Oui ou non? Jean-Philippe va dire non. Ah oui, pour Roger Stéphane, pour Henri Joël, pour José Diati, oui. Et un non pour Jean-Philippe. Tout le monde ne peut pas dire oui. D'accord. Bon. C'est que c'est ça. Roger Stéphane, je commence Non, avec je dis quand même, d'abord, si on commence par le résultat lui-même, c'est un très bon résultat. Ouais. La SEC a gagné 1-0. C'est-à-dire que si la SEC Mimosa joue mal tout au long de la compétition, que la SEC gagne tous ses matchs 1-0, ben la SEC va gagner la compétition, c'est déjà très bien. Ensuite, la qualité de l'adversaire, c'était quand même le WAC. Oui. Le WAC, c'est l'un des meilleurs clubs sur le continent, qui régulièrement est dans le dernier carré de cette compétition. Donc, nous tous, d'ailleurs, on avait un peu peur. Quand la SEC recevait cette équipe du WAC, on était un peu craintif parce que l'effectif et la qualité du jeu de la SEC Mimosa cette année n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu sur la période de Konaté Karim et sur la dernière période des Zouzoua. Donc on avait un peu peur, mais là, la SEC, oui, nous a fait plaisir. Maintenant, dans le jeu, en dehors des 20 premières minutes, où cette équipe du WAC a pressé parce qu'elle avait fait un mauvais résultat lors de la première journée, elle voulait rapidement mettre un but à la SEC Mimosa pour après jouer le barrage derrière. Donc sur les 20 premières minutes, elle a bousculé les jaunes et noirs, mais après, le match s'est équilibré.
La SEC a bien tenu, les jeunes noirs ont bien tenu, notamment en première période. Et puis la seconde période a été très très belle. On a vu une belle équipe de la SEC, agressive, collective, très très engagée, très concentrée, avec un excellent Akassis Baudelaire dans le milieu de terrain. Donc quand on réunit tout ça, oui, la SEC a fait un très bon résultat. L'équipe de la SEC n'a pas été bouleversée. Vraiment, j'ai regardé le match et une certaine partie du match. Il n'y a pas eu de grosse occasion de but véritablement du WAC. Il n'y en a pas eu. La défense de la SEC Mimosa n'a pas été mise en difficulté tout au long des 90 minutes, pas véritablement. Donc quand on regarde ça, en plus, sans oublier que c'est un début de compétition, oui, on peut se satisfaire de la qualité du jeu produit par la SEC Mimosa. Si on associe à ça le résultat, je dis oui, les jeunes noirs ont été convaincants. La Coupe d'Afrique, on ne joue pas le WAC comme on joue l'As Denguélé. La Coupe d'Afrique, c'est un autre niveau. Donc la SEC a eu son niveau, la SEC a maintenu son niveau. C'est très bien. Maintenant, on attend la suite de la compétition. Mais j'avoue que j'ai vraiment aimé l'équipe de la SEC Mimosa qui, sur le prolongement de sa demi-finale la saison dernière, a commencé déjà à faire une très belle campagne dans cette compétition. Et on espère que ça va se poursuivre. D'accord. Jean-Philippe, par contre, n'a pas trouvé l'équipe de la SEC convaincante. Bon, déjà, il faut dire que je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Voilà, j'ai voulu un peu nuancer les avis sur le plateau. Oui. Concernant la SEC Mimosa, l'équipe convaincante, je dis non. Mais équipe solide, très solide même, je dis oui. La SEC était très solide sur cette rencontre. Lors de leur première sortie face à la formation du Simba, j'avais également levé mon palanceau pour dire non quand la question avait été posée, en disant que j'attendais de voir la prestation de la SEC face au Wydad. Roger Stéphane a dit un élément qui est essentiel. On ne joue pas le vice-champion d'Afrique comme on joue un club du championnat local. Donc on peut comprendre que sur l'entame de la partie, les jeunes noirs sont un peu timorés. Ils avaient l'opportunité de réaliser un très bon coup chez eux et de se détacher un tant soit peu de cette formation qui fait partie des favorites de la compétition. Donc il fallait avancer avec une certaine prudence. Je pense que Julien Chevalier l'a fait. Il voulait avoir une idée à peu près des intentions de son homologue marocain. Et donc, à partir de la 20e minute, ayant fini d'analyser le jeu adverse, il avait décidé de déployer maintenant ce que son équipe devrait faire. Mon seul souci avec la SEC Mimosa, c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière en compétition CAF. Aujourd'hui, le turnover au niveau de la SEC Mimosa qui fait qu'à chaque saison, ils doivent perdre 4 ou 5 joueurs au niveau du 11 titulaire, se ressent à chaque fois au niveau des buteurs en compétition continentale. C'est vrai que dans cette poule, les gens ne marquent pas assez parce que l'équipe qui est co-leader avec la SEC Mimosa a pratiquement le même nombre de buts, pour ne pas dire moins même que les jaunes et noirs, parce qu'ils ont battu l'équipe du Wydad 1-0 au Maroc, ils ont fait 0-0 chez eux face au Simba. La SEC a fait 1-1 face à Simba, ils ont battu l'équipe marocaine 1-0. C'est dire que pour moi, aujourd'hui, dans cette compétition, il faudrait qu'un joueur arrive à se transcender et qu'il s'impose comme le buteur de la SEC pour que cette équipe-là puisse véritablement rassurer tout le monde et se mettre rapidement à l'abri, parce que plus on va avancer dans la compétition, moins la marge sera, je dirais, assez large pour ces différentes formations-là. Donc il faut que pour moi, la SEC Mimosa soit beaucoup plus entreprenante. Il faut que le travail offensif soit très bien fait au niveau de Julien Chevalier, de ses hommes à l'entraînement pour concrétiser le maximum de leurs occasions. Sinon, félicitations aux jaunes et noirs, ça fait plaisir. Ils ont remporté ce match, ils se positionnent bien. Ils ont leur destin entre leurs pieds. C'est à eux maintenant de faire le travail lors des prochaines journées. Si cette rencontre face au WAC, bon, je dirais simplement que c'est une rencontre qui me laisse un petit goût d'inachevé. D'accord. Vous n'êtes pas encore convaincu pour vous. D'accord. On a M. Kone Adama en ligne qui nous appelle d'Abobo. M. Kone Adama, bonsoir. Bonsoir, Grandin. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Bon, on vous écoute. Est-ce que la SEC a été convaincante? Ouais, bon, moi je dirais oui. D'accord. Pourquoi? Avec ce qu'on a vu ce samedi dernier, là, je pense que c'est encouragé. Voilà, cette équipe, ils ont de l'avenir. D'accord. Voilà, je pense qu'on peut encourager ça. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Kone Adama. Aussi sur la page Facebook de la 3, on a Eumantano qui nous dit bonsoir Marie-Christine, la SEC a procuré du plaisir à ses nombreux supporters avec cette victoire plus qu'attendue. Félicitations à elle. Certes, elle a bien joué et obtenu une victoire historique, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers car le plus dur reste à venir. Je pense que si elle veut aller le plus loin possible, qu'elle se remette dès maintenant au travail pour préparer les prochaines rencontres. Merci et bonne émission. Ok. Oui, José Diati, je vous écoute. Non, pour moi, la SEC a été convaincante. Comme le résultat même le dit déjà. Le résultat a passé, battre le WAC, ce n'est pas une petite équipe. Moi, ce qui me plaît cette année,
c'est l'homogénéité de l'équipe. C'est-à-dire, c'est un groupe, voilà. C'est un groupe. C'est ce qui me plaît. Quand je vois la SEC jouer, il n'y a pas un élément qui sort du lot comme Zouzoua qui sortait du lot, comme Konaté Karim qui sortait du lot. Comme Aziz. Voilà. Aujourd'hui, on sent un groupe qui monte ensemble. Voilà. Et les joueurs, dans tous les compartiments, essaient d'apporter, de soutenir l'autre. J'ai particulièrement aimé le milieu de terrain au cours de ce match. Vraiment, ils ont étouffé carrément le WAC Sucen. Et si, pour moi, cette équipe de la SEC, elle sera très performante, très dangereuse pour cette Coupe d'Afrique-là. Voilà, Kadi. Oui, Henri Joël, on vous écoute. Alors moi, j'ai dit oui, parce que déjà, qu'est-ce qu'on demande dans une Coupe d'Afrique, dans une telle compétition, c'est de gagner ces matchs. Est-ce que la SEC n'a pas gagné? Si, la SEC a gagné. Est-ce que dans le contenu, c'était pas bon? C'était bon, parce que, comme Aurélien Stéphane l'a dit, sur les 20 premières minutes, cette équipe du WAC a essayé de presser. Pourquoi ils ont essayé de presser? D'abord, ils ont une défaite. Ensuite, ils reviennent d'une compétition, ça on n'en parle pas beaucoup, de la Super League africaine. Ils ont joué la finale de la Super League africaine, perdu en aller-retour face à l'équipe du Mamelodi Sundowns. Donc c'est une équipe, certes, qui a perdu à domicile, mais qui était plus en compétition que la SEC. Ça, il faut le noter. Donc, arriver à contrer cette équipe dans les 20 premières minutes et surtout se déployer après, je me dis que le contenu était bon. Si on a remarqué, c'est que sur ces deux matchs en Tanzanie et en Côte d'Ivoire, les moments de flottement, la SEC arrive toujours à contrer les offensives adverses. Et ça, c'est bien pour une équipe qui va aller très loin dans une compétition. Et les jaunes et noirs ont réussi à le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de marquer. L'occasion s'est présentée, ils ont marqué. Ils ont eu quand même d'autres occasions où ils pouvaient mettre la balle au fond. Malheureusement, ce n'est pas rentré. Mais ils ont essayé, ils ont marqué. Et derrière, qu'est-ce qu'on demande? Protéger son but. Ils ont su le faire. Donc, sur tous les compartiments, la SEC a respecté, a coché les cases. Donc aujourd'hui, on peut dire que voilà, la SEC. Et d'ailleurs, peut-être on ne le dit pas, si les deux rencontres avaient venir en aller-retour face à Galaxy, si la SEC les gagne, c'est fini, ils sont qualifiés. Bon, voyons l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle le Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? Ta belle voix, ta belle voix. Avec la voix, je vois très très haut. À ce beau lundi. D'accord, je vous laisse saluer le reste de la team. Je serai à la table. Regarde. Ouais, salut. Bon, grâce à toi, mon frère. Merci. Et je salue tous les grands consultants. Voilà. Merci. On vous écoute, M. Diomandé. La SEC a-t-elle été convaincante? Maguizine. Oui. La SEC a été très compétente. Ok. Moi, ce qui m'a réjoui même, c'est que la SEC est en train ici la 3. Parce que lors du match à la mi-temps, j'ai dit à JB que cette équipe-là, si l'entraîneur essaie d'avoir une bonne lecture des jeux, et puis faire un bon coaching à l'attaque là, il va marquer un seul but là qui a fait le blesse. Et que si les enfants se maîtrisent, ils jouent précisément avec la maîtrise, il va marquer le seul but là. Et effectivement, quand ils sont arrivés en deuxième mi-temps, il y a eu la maîtrise en soi en attaque. Et puis le coach aussi a fait un bon coaching. Et en attaque au milieu, j'ai dit, ouais, je vais s'évaluer, c'est un élément. Ouais, je vais s'évaluer, c'est un élément d'A3. Donc, bravo à toi, pour te suivre partout dans les vestiaires. Donc, la SEC, je pense qu'avec ce jeu qu'ils ont produit ici, là, face au Maroc, je pense qu'ils continuent comme ça, là, ils vont d'avant. Bon, Marie-Christine. Oui, monsieur Diomandé. Après la fois, ensemble, hein. Toujours. Et bonjour à la SEC. Et bravo à Ruth et à Tessec. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Merci beaucoup. On a des statistiques à voir, hein, justement, du match à SEC Wydad. Au niveau des stats, voilà, au nom de Ticadré, c'est un seul tir pour la SEC contre 0 pour l'adversaire. La SEC a frappé 10 fois, l'équipe du WAC a frappé 6 fois. Au niveau de la possession, la SEC a eu 52 contre 48. Au niveau des passes, 296 en faveur de la SEC et 297 pour l'équipe du Wydad. Allez, 11 fautes contre 13 pour la SEC. Carton jaune 3 pour la SEC et 2 pour l'équipe du WAC. Corner 3 contre 6 pour la SEC. Et puis, au niveau des hors-jeux, c'est 6 pour la SEC, 1 pour l'équipe du WAC.
D'accord. Henri Joël, qui était satisfait, qui est satisfait de tous les compartiments, est-ce que c'est l'avis de... Non, je ne pense pas, hein, de Jean-Philippe. Non, mais vous voyez, déjà, si on veut faire cette analyse, moi je lui donne entièrement raison. Ce qu'on demande à une attaque, c'est de marquer. L'attaque a marqué. Ce qu'on demande à un milieu de terrain, c'est de créer et de contrer les offensives adverses. C'était fait à la SEC et à la défense de protéger son gardien pour ne pas encaisser le but, ça a été fait. Sauf que c'est vrai, le WAC est présenté comme un épouvantail dans cette poule. Mais on se rend compte que le véritable adversaire de la SEC Moza dans cette poule, c'est l'équipe que la SEC va affronter dès le week-end prochain, qui est le représentant du Botswana, qui est allé battre le WAC au Maroc. Ce qui est assez inédit et qui a été contraint au nul par l'équipe de Simba. C'est une formation qui est nouvelle, qui n'a même pas 10 ans d'existence. Non, mais Jean-Philippe, avant ce match, excusez-moi de vous couper, mais avant ce match ASEC WAC, vous avez dit la même chose. Oui, mais vous avez dit non, c'est le match, on veut voir le match ASEC WAC. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Et voilà. je mettais ma position. Voilà pourquoi au début de propos, j'ai dit que l'ASEC était solide, mais elle ne m'a pas convaincu. Parce que cette équipe du WAC, si elle était arrivée à Abidjan en étant victorieuse, largement face à cet adversaire, en venant tant que l'épouvantail de cette poule et que la SEC battait cette équipe, mon propos allait être totalement différent. Mais c'est une équipe qui arrive avec une défaite, qui semble être dans un doute, qui croise la SEC Mimosa, qui pendant 20 minutes, on a l'impression que cette équipe va s'en sortir, et après 20 minutes, on voit qu'elle retombe dans ses travers. Donc ça veut dire que déjà il y a un souci du côté de cette équipe du WAC. La SEC en profite, et de fort belle manière, la SEC s'impose. Mais sauf que dans cette poule, il y a une nouvelle équipe qui est en train de démontrer autre chose. Voilà, je ne dis pas que cette équipe est bien meilleure que le WAC, mais on connaît tous les difficultés des athlètes ivoiriens lorsqu'ils jouent face aux équipes qui viennent de cette zone-là. Je ne suis pas en train de faire une projection sur ce match. Je suis en train de dire que l'adversaire que la SEC a croisé est certes le vice-champion d'Afrique, mais pour l'instant, il est dernier de cette poule. Non, chaque match a il faut nuancer. Moi, quand je regarde cette rencontre, oui, la SEC a joué face à un WAC dont la SEC lui a donné, je dirais, comment on appelle, son véritable niveau, entre guillemets, vu que les termes m'échappent. Et donc, la SEC a remporté cette rencontre. Bravo à la SEC. Mais je veux voir une équipe vraiment qui, lorsqu'on siffle le coup de siffle final, je puisse me dire, oui, franchement, cette équipe-là, elle est en train de nous démontrer qu'elle va aller, pas qu'elle peut, mais qu'elle va aller très loin dans cette compétition. D'accord, vous attendez donc plus. On a un appelant. On a M. Ouattara Mohamed qui appelle de Port-Boué. M. Ouattara Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, il est bien, par la. D'accord. Bon, on vous écoute, hein, M. Ouattara Mohamed. Bon, moi, je crois que oui, en fait, il a été présent. OK. Et c'est-à-dire, du premier match, au deuxième match, moi, j'ai fait le match, en fait, c'est vraiment bien. Je ne vous entends pas très bien. Je ne vous entends pas très bien. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Et je suis d'avis avec Roger Stéphane. D'accord. Donc, le match a été complet. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Ouattara Mohamed. Oui, moi, je voulais dire à Jean-Philippe que chaque match a sa réalité. La Coupe d'Afrique, il y a un côté gestion de chaque match. Sur le premier match, la SEC a été en difficulté en première période. En seconde période, on avait un très bon visage. La SEC a égalisé. On a pris un point à l'extérieur, c'est très bien. Sur ce match, en 20 minutes, on a souffert. L'équipe a su réagir. Elle a fait une très bonne seconde période. On s'est imposé 1-0. On a pris 3 points. On savoure. Après, on va se déplacer pour aller jouer contre l'équipe de Galaxy. C'est un match à gérer avec le potentiel qu'on a. Mais oui, il y a de la qualité dans cette équipe de la SEC Moza. Moi, la défense, j'ai aimé la défense. Wanlo, Trabi et Zouzou, comme d'habitude, ont été très bons. Ils ont réussi à contenir, annihiler toutes les actions offensives de cette équipe du WAC. Dans le milieu de terrain, Akassis Baudelaire, comme à son habitude, a été énorme. Ce garçon, vraiment, c'est du pain béni dans cette équipe de la SEC Moza. Kwame Chris, c'est un peu moins, mais quand même, il a apporté son esprit. Et puis le jeune de la Souba, c'est sur le fond de l'attaque que j'ai été un peu dessus. Beaucoup, Mofossé et Kabore, c'est ça, je crois, n'ont pas été très, très pimpants, parce que d'ailleurs, c'est après qu'il y a eu des remplacements que le jeu de la SEC a changé. C'est-à-dire que quand on fait entrer Baba au milieu du terrain et Sankara sur le front de l'attaque, ça change. Les deux garçons emmènent le but. C'est bien, mais je découvre un nouveau visage de la SEC Mimosa. Sur les deux dernières campagnes, on avait une équipe de la SEC Mimosa qui commençait très fort et qui, vers la fin, avait un problème de gestion du match. Et finalement, on lâchait des points, on considère l'égalisation ou la défaite. Je me rappelle du match face à l'équipe de Berkane lors de la dernière journée avec l'époque de Konaté Karim. Mais cette année, j'ai le sentiment qu'il y a une équipe de la SEC qui commence tout doucement et qui monte en puissance.
au fur et à mesure du match, notamment en seconde période. Ça a été la même chose face à l'équipe de Saint-Malo de la première journée. Ouais. La première période était difficile, on a été dominé, baladé, et puis en seconde période, hop, nouveau visage de la SEC Mozart. Là, sur ce match, 20 minutes de douleur, et puis après. Donc ça, c'est très bien. Donc ça montre que la SEC c'est peut-être observer l'adversaire, et peut-être à un certain niveau, prendre sa température pour passer à la vitesse supérieure. Si on ajoute à ça le beau coaching, le beau coaching de Julien Chevalier. Parce que sur les 2 matchs, quand même, il fait de très bons remplacements. Et à chaque remplacement vient le but de l'égalisation ou de la victoire. Donc bravo. À Sankara. Donc bravo, justement, vraiment. Voilà, c'est très bien. Le coaching de Julien Chevalier, le remplacement de Sankara, est-ce que Sankara ne doit pas avoir un poste de titulaire finalement, José? Non, mais il est mis en joker souvent. Mais c'est pas préférable qu'il soit titulaire complètement? Non, il y a des joueurs il y a certains joueurs qui viennent finir le travail. La SEC a toujours fonctionné comme ça, avec Jonathan Sobi qui venait de temps en temps bousculer la défense et puis bon, d'autres rentraient. Donc moi je pense que le coaching est bon. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Il sait utiliser ses joueurs. Il connaît son groupe, il sait utiliser ses joueurs. Voilà. D'accord, mais avec un seul tir cadré, est-ce qu'il n'y a pas de souci du tout au niveau, sur le plan offensif? L'adversaire aussi n'a pas cadré. Donc voilà un peu dans ce match. Non, c'est pas le niveau. Les équipes maghrébines, généralement, quand elles sortent, elles ne font pas le jeu. Hein. Non, voilà. Pas. Et quand elles ne font pas le jeu, ce qui veut dire qu'elles bloquent derrière. Donc c'est un jeu un peu pourri où vous n'avez pas assez d'espace pour pouvoir... Heureusement pour nous qui n'ont pas marqué tout. Voilà, vous n'avez pas assez d'espace pour pouvoir... Voilà, déployer votre jeu. Donc, si dans cette forêt de jambes-là, vous arrivez à marquer un but, je me dis que normalement, on doit vous féliciter. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est vrai, l'attaque de la SEC pour cette année, c'est pas l'attaque à laquelle on s'attend. Parce qu'on le dit toujours, pour aller très loin dans cette compétition, c'est vrai d'avoir une bonne défense et un bon gardien. Mais aussi, il faut avoir de bons attaquants qui marquent des buts. Donc, mais jusqu'à présent, c'est vrai, pourquoi marquer dans la compétition Sankara, attaquant. Mais on ne sent véritablement pas cette attaque de la SEC. Les milieux de terrain, ça peut venir aussi. Hein, justement, comme la question concerne plus l'attaque, c'est pour cela qu'on essaie d'en parler. Ouais. On ne sent réellement pas ces attaquants-là. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce petit défaut au niveau de l'attaque, la SEC arrive à gagner, à faire des matchs nuls. Imaginons si demain on a peut-être à l'intersaison, on a un bon attaquant. Voilà, au mercato, on a un bon attaquant qui arrive à conclure idéalement les actions que se procure l'équipe. Je me dis que voilà, peut-être on peut mettre le nom de la SEC sur les favoris de la compétition. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Jean-Philippe. Non, mais Jean-Philippe, il faut savoir que quand vous regardez la composition de l'équipe de la SEC, c'est en raison de la qualité de l'adversaire qu'on a joué à 2 gros récupérateurs. Par exemple, Kwame Christian, c'est un récupérateur. Akassis Baudelaire, c'est un récupérateur. C'est parce que justement on a du respect pour la qualité de l'adversaire qu'on a joué avec ces 2 garçons. Mais dès qu'on a pris la température, qu'on a sorti un récupérateur qui est Kwame pour faire entrer un offensif qui est Baba, on a vu tout de suite que le jeu de la SEC a changé. Donc oui, c'est vrai qu'au début, c'est le WAC quand même. Le WAC, c'est le WAC. Vous recevez à domicile, vous jouez, vous regardez, vous observez, et puis après, vous passez à la vitesse supérieure. Je pense que sur l'ensemble du match, sur l'ensemble des 90 minutes, c'est vrai que ça n'a pas été un ASEC extraordinaire, mais le résultat est bon. L'ASEC commence bien, on a 4 points, on est leader de la poule. Le prochain match, on va bien le gérer également. Voilà, donc le match ASEC-WAC qui s'est soldé sous le score de 1-0, victoire de l'ASEC. Nous avons justement eu l'entraîneur Julien Chevalier et puis quelques joueurs au micro à la fin du match. On les écoute. Oui, non, je ne suis pas convaincu. À un moment, j'ai même eu l'impression qu'on jouait à l'extérieur avant le match, quand je voyais toutes les conditions autour du match, en termes d'organisation, tout ça. On s'attendait à plus d'affluence. On avait la chance de revenir à Abidjan après de longues épopées de Coupe d'Afrique à l'étranger, après à l'extérieur d'Abidjan. Et puis, on a été surpris, on aurait aimé un peu plus d'engouement encore. Non, c'est l'envie des joueurs qui a fait la différence. À la mi-temps, il nous manquait encore un petit peu quelque chose. On était un peu maladroit, un peu précipité, timoré sur certaines situations. Et je les avais mis au défi et j'aurais dit, c'est bien, moi je suis content de ce que vous faites. Mais si vous voulez faire gagner le match, il faudra faire plus. Et ils ont su faire le petit plus. C'était pas encore tout parfait. Mais en tout cas, on a su les pousser dans des retranchements pour les punir à un moment donné et arriver à marquer. Donc c'était très bien. Après, on a plutôt bien géré la fin de match et bien contenu l'adversaire. Sankara est
un jeune garçon qui a des qualités, des limites. Caboret aussi qui a commencé le match, mais il se complète sur la durée. Et on a vu déjà l'an dernier, c'est un joueur qui nous a permis de se remettre dans le bon sens en Coupe d'Afrique déjà. Mais peut-être qu'il lui manque certaines choses pour démarrer les matchs ou pour durer plus longtemps dans les matchs. Donc on préfère l'utiliser au moment où il peut nous faire des différences. Maintenant, on essaye de l'accompagner parce qu'on aimerait qu'il puisse s'exprimer un peu plus tôt aussi. Et il en a sûrement envie. Mais il faut toujours qu'on essaye d'organiser l'équipe pour l'intérêt collectif d'abord. Et après, les individualités se mettent en route. C'est ce qu'on avait expliqué la veille. Mais tant qu'on sera là-dedans, dans cette mentalité, ben, ça nous permet d'avancer. Et c'est un super état d'esprit qu'il faut qu'on continue à garder. 0 point, mais le problème il est plus que ça. Tu vois, tu peux gagner aussi, hein. Mais la situation où l'équipe il tombe maintenant, c'est pas bien, c'est pas bien. Après la Coupe Super Cup, on n'a pas gagné. Mais j'ai dit c'est un problème plus mental. Et aujourd'hui, c'est une autre défaite. Alors c'est important que le groupe soit fort pour sortir de cette situation. Le match était... c'est pas que nous ou l'adversaire, il avait une position très grande, ils sont plus forts que nous. Il était un peu égal. Mais comme je dis, la deuxième mi-temps, il y a un 10-15 minutes qui sont plus frais, plus vifs. Ils commencent à arriver à notre 18 mètres. Ils ont marqué le but. C'est le football. Une occasion, ils ont marqué. On n'a pas créé beaucoup d'occasions. Eux aussi, pas des occasions dangereuses. Mais le dernier, un tir, ouais, c'était dangereux et le but. C'est ça, on a perdu. On a aussi entendu le sélectionneur du WAC. Bon, finalement, est-ce que vous êtes déçu de cette équipe du WAC? Du WAC? Oui. Non, c'est un trop grand mot que de dire d'être déçu. De toutes les façons, le chauvinisme voulant, on ne souhaitait pas que cette équipe-là soit une équipe qui allait dominer et battre la SEC Mimosa. Maintenant, dans la production, en termes de jeu, est-ce que cette équipe a été en deçà de nos attentes? Je pourrais dire oui, puisqu'elle n'a existé que réellement pendant 20 minutes. Peut-être qu'avec une adversité beaucoup plus grande, ça allait transcender encore plus les joueurs de la SEC Mimosa. Est-ce que c'est une fin de cycle au niveau du WAC? Bon, ça se dessine à travers les 2 premiers matchs. Déjà qu'ils sont frappés d'une interdiction de recrutement due au cas Komarachek, l'ex-international ivoirien, avec qui ils ont eu maille à partie. Donc, on regarde un peu l'évolution de cette formation qui, il n'y a même pas de cela 2 saisons, pour ne pas parler de la saison dernière, qui est vice-championne au niveau de la Champions League, vice-championne au niveau de la Super League africaine et qui commence cette campagne par 2 défaites. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit malaise là-bas. Maintenant, est-ce que cela enlève quelque chose dans la prestation des jaunes et noirs? Je dirais non, puisque la SEC a su demeurer constante dans sa prestation depuis que Chevalier, je dirais, a réalisé le coup de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe CAF l'année dernière. Je pense qu'il a fini par maîtriser les codes des compétitions continentales et que cette année, son équipe semble mieux armée. Je suis d'accord quand on parle de bloc qui se dessine du côté des jaunes et noirs, mais au-delà d'un bloc, quand très souvent on a la cerise sur le gâteau, ce tueur-là, cet attaquant qui, dans n'importe quelle circonstance, est capable de marquer un but, je pense que c'est quelque chose sur laquelle il ne faudrait pas lésigner. Maintenant, on verra ce que la SEC fera en termes de réaction durant le mercato. Quand on regarde l'attitude de ces attaquants, même au niveau du championnat national, ce n'est pas très très reluisant. On attendra de voir. Mais du côté du WAC, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Je pense que la prochaine journée va nous donner une indication. Ils vont aller jouer face à l'équipe de Siba. Ça va être le choc de cette poule. Maintenant, comme on le dit en guillemets, malheur aux vaincus. En cas de match nul également, il pourrait faire l'affaire des 2 premiers de la poule. Donc c'est une opposition qui va être scrutée. Scruté, effectivement. Sur les 2 résultats du WAC, c'est une déception. Ah oui. C'est une déception parce que quand on faisait le tirage des poules, franchement, quand on voyait le WAC, on le voyait déjà à la tête de la poule. Hein. Oui. Donc sur les 2 premiers matchs, c'est une déception. Donc 0 points. Le WAC a 0 points. Hein. Après 2 journées, c'est rare ça. Madrissine, rapidement, d'abord, cette équipe est finaliste de l'édition précédente. Ensuite, finaliste de la Super League. La Super League, c'est quoi? C'est la compétition qui a réuni les 8 meilleurs équipe africaine sur ces dernières années. Donc, une équipe qui est capable d'aller en finale de la Ligue des Champions sur l'édition précédente et qui part en finale sur la Super League,
je me dis que c'est une déception, de commencer la compétition avec 2 défaites. 0 point. Voilà, 2 défaites. Et non seulement les 2 défaites, mais dans le jeu, elle n'est pas aussi convaincante. Donc, est-ce que c'est la fatigue? Parce qu'on a eu le même cas avec Al-Ahly la saison passée au niveau de la Ligue des Champions. Al-Ahly avait joué la Coupe du Monde des clubs. Donc, un peu en retard avant de venir jouer. À la compétition. Donc, le début a été difficile pour cette équipe de Al-Ahly. Sauf que l'équipe s'est ressaisie très rapidement après 2 ou 3 journées et a remporté la compétition. Est-ce que ça sera le même cas pour cette équipe du WAC? On ne sait pas. Sinon, pour l'instant, elle déçoit énormément. Énormément, effectivement. La SEC Mimosa, quant à elle, était poussée par son public. Justement, nous avons pu voir l'ambiance au sein du stade. On regarde. Voilà, il faut dire qu'on a assisté à une très belle première mi-temps. On a vu une très belle équipe de la SEC qui avait la maîtrise de ce ballon, avec beaucoup plus de fluidité dans le jeu. Ça manquait un peu plus de percussion en attaque pour pouvoir faire la différence. Sinon, collectivement, on a une très belle équipe. Et en face aussi, il y a une équipe du WAC qui est venue jouer son va-tout puisqu'elle est menée. Donc, on espère qu'en seconde période, on va essayer de faire mieux que ça. Voilà, donc bravo à la SEC pour cette première période, mais il reste encore de la percussion et puis de la vitesse dans les 20-25 mètres pour faire la différence. Pour cette première mi-temps, vraiment, nous sommes un peu dessus. Parce que c'est laborieux, Nous voudrions que la SEC prenne le jeu à son compte et que nous nous faisons respecter sur notre terrain. Ici, c'est le mythique stade du Félicia. Et la SEC est chez lui à domicile. On doit les dominer et nous espérons qu'en deuxième période, nous allons mieux faire et gagner ce match-là. En face de nous, une bonne équipe de Wydad de Casablanca. Mais cet après-midi, l'équipe de la SEC était l'équipe qui méritait plus cette victoire. Les sont fantastiques. C'est Mimo, le meilleur club de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a rien à faire. On va gagner. On est premier. Nous sommes les meilleurs. Le match a été fantastique. Les garçons ont été merveilleux. Et nous serons là tous les jours pour la pousser à la victoire. La finale de la Champions League cette année, on peut compter avec les Mimos. Quelle belle ambiance avec le mur jaune. Roger Stéphane. Bon, là, ça plutôt ressemblait à, comme dit Jean-Philippe, une palissade. Ben, ce n'est pas le cratère habituel. On nous a habitués à mieux. L'année dernière, par exemple, à Boaké, c'était 20 000, 15 000. Sur la campagne l'année dernière, 20 000, 15 000. C'était là, c'est 3 000, je regarde. Est-ce que ce n'est pas l'heure aussi oui, peut-être l'heure du match, mais en même temps, je veux dire, le phénomène n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de déceptions dans le football local. Et l'une des déceptions, c'est le public. Il faut dire le public abidjanais parce que, mais le public même. À Korogo, pendant la Champions League féminine. Mais j'attends de voir qu'est-ce que ça donne autour des clubs. Parce que quand c'est pas la même chose, ça c'est pas la même chose. Quand je dis le football est une affaire de communauté, partout dans le monde, tous les clubs sont soutenus par des communautés, par des supporters. C'est ça qu'ils appellent communauté. Chez nous, ça a disparu. La SEC n'a plus ses supporters. L'Africain n'a plus ses supporters. Il n'y a pas une communauté derrière l'Asie d'Abengourou. Il n'y a pas une communauté derrière le club municipal de Korogo, ni l'Est d'Enguélé. On est en train de tuer notre football. Je ne sais pas. On a dit qu'il n'y a pas de bons résultats, donc on ne va pas au terrain. On a dit qu'il n'y a pas de bons joueurs, on ne va pas au terrain. Mais la SEC a de bons résultats. Demi-finale de Coupe CAF. Là, on a fait des poules les champions. Il y a de très bons joueurs. Pourquoi le public ne bat-il pas au terrain? Moi, on est en ville, on voit des gens. Ils ont le maillot du Real de Madrid, ils sont africains. Ils ont le maillot du Barça, Chelsea, tout ça. Vous connaissez combien d'Européens qui ont le maillot de la SEC, qui ont le maillot de l'Africa? Bon, je dis, il faut que le public africain et surtout ivoirien se réveille un peu. Il y a un orgueil à rendre à nos clubs et à nos équipes. Nos équipes ont besoin de nous pour se construire, pour se bâtir. Il faut qu'on ait les soutenir. La SEC a besoin de son public. La SEC a besoin des Ivoiriens. Là, Maître Journien, plus il y a du public, plus il y a des entrées, plus il y a de l'argent, plus il vous recrute des bons joueurs. Ouais. Bon, on a abandonné toutes les équipes aux mains des clubs et de la fédération. Moi, je trouve que le public ivoirien est un peu décevant. On devrait peut-être arrêter un peu
d'être dans les affaires de Real, Barça, Chelsea, etc., qui n'en finissent pas. Et puis aider nos clubs locaux. C'est ça qui est la vérité. D'accord. Oui, José. Non, pour ma part, au niveau du public, il y a deux conditions à réunir. Ouais. Soit vous avez des joueurs talentueux et les gens se déplacent pour venir les voir. Soit il faut une adversité, c'est-à-dire une opposition. Un bon plateau de match. Non, pas le plateau de match même. C'est-à-dire que le plateau ne peut pas être bon, mais quand il y a deux équipes antagonistes dans un championnat, ça motive. C'est-à-dire, pour un rien, on peut supporter une équipe même parce qu'elle joue contre l'adversaire. Oui. Voilà. Le vrai problème, l'Africain n'est pas au championnat, les premières divisions, ça plombe un peu. Ça, c'est une réalité. Ça plombe un peu la dynamique des supporters, tout ça. Vous voulez revoir le combat ASEC Africa? Oui, mais ce n'est pas forcément le combat ASEC Africa. Oui. C'est-à-dire quand l'Africain est dans le championnat, les supporters de l'Africa se déplacent même pour aller voir d'autres matchs même. Ouais. Pour voir un peu les joueurs, pour commenter et puis chose. Donc, au niveau, Stéphane a parlé de communauté, ça n'existe plus effectivement. Avant, au niveau des sous-quartiers, il y avait des petits comités locaux qui s'organisaient, qui louaient leur baka pour aller au terrain, ça n'existe plus. Bon, est-ce que c'est parce que ceux qui mobilisaient ne sont plus, ou bien c'est la démobilisation? Jacques, vous ciblez le ASEC Africa, ce n'est pas tout à fait faux. Mais si vous allez en Europe, Betis c'est un public. Villarreal, Valence, tous ces clubs ont des publics. Vérone, comme on appelle Cagliari, ont des publics, mais ce n'est pas des grosses machines de les différents championnats. Quand vous dites ça, il y a quel public derrière les autres clubs qui dans leur championnat? Si vous prenez Bassam, Korogo, Denguele, Lys, Stade d'Abidjan, Stella, où sont les publics? D'accord. Tous ces clubs doivent jouer à Abidjan. Allez-y, Jean-Philippe. Ils ont un public, ils ont un public. Ils ont un public. Sur la campagne continentale l'année dernière, lorsque la SEC évoluait à Boaké, quand la Confédération africaine de football se permettait dans un stade de 40 000 places d'émettre 20 000 ou 15 000 tickets, ils étaient tous vendus. Parce qu'à l'intérieur du pays, il y a une forte demande en termes de rencontres de football. La SEC a décidé de revenir à Abidjan. Donc pour vous, c'est le public ivoirien, le public abidjanais. Moi, c'est le public abidjanais. C'est aussi simple que ça. Parce que la SEC aurait joué cette rencontre dans le contexte actuel, après ce qui s'est passé à Boaké, en Coupe CAF, à Boaké, que s'ils avaient mis 25, 20, 30 000 tickets en vente à Boaké, je suis sûr que tous les tickets seraient partis. Donc il y a un problème au niveau de la mobilisation à Abidjan. Peut-être que, comme Roger le dit, Abidjan est peut-être trop exposé aux influences externes. Parce que c'est à Abidjan que, bon, on a les Peña, comme on le dit du côté de l'Espagne, les groupes de supporters de Real, des groupes affiliés du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont détenues de football local à partir d'Abidjan. Donc, c'est maintenant, je pense, aux dirigeants des différents clubs présents dans la ville d'Abidjan de faire un travail spécifique. Aujourd'hui, vous avez une équipe comme le Racing Club d'Abidjan qui essaie de créer sa communauté à Yopougon. C'est ça. Parce qu'ils estiment que c'est leur base. Voilà, ils font des parades, ils vont dans des établissements scolaires, ainsi de suite, pour essayer d'inciter cette jeune génération à s'identifier à ce club de Yopougon. Donc je pense que c'est cette approche que tout et chacun doit essayer de faire. Et pouvoir se faire donner. Tout le monde joue à Abidjan. Aujourd'hui, quand vous prenez l'Asie d'Abengourou reçoit ses matchs à Abidjan. Quand vous prenez le FC San Pedro, le FC San Pedro reçoit ses matchs à Abidjan. Bon, comment on crée cette communauté, toutes ces équipes. Très bien, on verra après la CAN. Maintenant, après la CAN, normalement, les stades, après la CAN, doivent servir au championnat. Si le FC San Pedro accepte d'aller jouer... des matchs à San Pedro, on refusait du monde. Hein. Voilà. Si par exemple, le FC San Pedro accepte d'aller jouer à San Pedro, forcément, il y aura une communauté qui va se créer. Parce qu'on se souvient, quand l'Estanda jouait à Bandoukou, aucune équipe n'était capable de quitter Abidjan. Ou peut-être une autre ville pour aller battre l'Est Standard à l'intimité. Parce que non seulement il y avait un public, et ce public-là encourageait l'équipe du début à la fin. Ils sont en manque de spectacle. Aujourd'hui, ils sont en deuxième division. D'accord, messieurs, on va avancer. L'ASEC a-t-elle été convaincante? Bon, vous avez donné vos réponses, vos avis ici sur le plateau. Écoutons le public sportif ivoirien. L'ASEC n'est pas convaincante parce que 1-1 contre la Tanzanie, et 1-0 contre le WAC, franchement, la SEC n'est pas convaincante. Il faudrait que le prochain match, la SEC se donne à fond, qu'il marque plus de buts pour espérer se qualifier. Je pense que oui, avec ce qu'elle a déjà montré, il y a eu un nul et une victoire.
Ben, je pense qu'avec un peu plus d'effort et de confiance de la part des joueurs, je pense qu'ils peuvent gagner le 3e match et puis partir au second tour. Oui, on va dire que la SEC était convaincante. Surtout au cours de la deuxième période de jeu. On a senti les enfants s'amuser effectivement. On sent une nette amélioration dans les systèmes de jeu. On sent beaucoup plus de motivation. Et surtout, on sent que l'équipe peut faire mieux encore dans cette Champions League. Et vivement, on leur souhaite le meilleur. Voilà, on leur souhaite le meilleur pour qu'ils puissent nous ramener très loin. Pourquoi pas même la coupe. Voilà, on pense bien qu'ils sont capables, si vraiment ils ont la volonté, surtout avec le jeu qu'ils nous démontrent ces derniers temps. Oui, bien sûr, parce que jouer contre les Maghrébins, ce n'est pas facile. Tout le monde connaît bien le WAC. Donc, pour moi, personnellement, la SEC a été convaincante. Et puis, ils ont gagné 1-0, c'est déjà bon. Ils ont pris les 3 points, bon, c'est déjà quelque chose. Elle n'a pas été convaincante parce que, bon, c'est une équipe de renommée. Voilà. Donc, pour une telle équipe, ce n'est pas normal de sortir du match avec 1-0. Je souhaite que la SEC soit motivée et plus performante sur le terrain, y compris le jeu du terrain aussi, pour marquer plus de buts. Parce que pour une équipe, c'est 1-0, c'est décevant en fait. Bon, d'accord. Des avis partagés. La SEC a-t-elle été convaincante? On a eu des oui et on a eu aussi des non. C'était donc le sujet principal de l'actu de ce soir. Un mot, un dernier mot, un mot de fin assez rapidement, messieurs, sur la suite pour la SEC. José. Non, moi je l'ai déjà dit, je suis très confiant pour cette équipe-là. Contrairement aux années passées où on voyait des joueurs flamber un peu, moi j'aime bien le bloc équipe qui est actuellement. Ils vont aller loin. Confiant. Jean-Philippe? Attention au prochain match. C'est le match surtout à ne pas perdre. Parce que cela pourrait enrayer la dynamique du côté des jaunes et noirs. Quand vous rencontrez votre adversaire direct pour, je dirais, la tête de cette poule, il faut tout faire pour marquer les esprits. C'est une nouvelle équipe, l'équipe des Galaxies. Je pense que obligatoirement, entre le WAC et l'équipe de Simba, il y a l'une de ces deux formations qui va faire un rush jusqu'au bout. Donc c'est à la SEC surtout de tout faire pour, sur cette double confrontation-là, prendre le maximum de points. D'accord. Alors, il y aura des rencontres miroirs, notamment sur la 3e et la 4e journée. Donc ça sera très déterminant pour la suite de la compétition. Je pense que si la SEC arrive, ne serait-ce qu'à avoir 4 points sur ces 2 rencontres face à Galaxy, normalement, la qualification, on sera à 90% de la qualification. Parce que pendant ce temps, l'équipe du WAC aussi jouera ce même système avec l'équipe de Simba. Donc attention à ne pas faire d'erreur, parce que déjà on a un bon petit parcours. Attention à ne pas faire d'erreur face à cette équipe de Galaxy. Minimum 3 points ou 4 points. Pourquoi pas aussi les 6 points. Bon, allez. Non, la SEC a 4 points, Galaxy a 4 points. Les 2 prochaines confrontations, c'est contre Galaxy à l'extérieur et à domicile. Bon, alors, c'est l'adversaire direct. Hein. Donc, si on fait 2 bons résultats, un match nul à l'extérieur, comme on confirme ici, on prend 4 points, c'est bon. On serait bien parti pour se qualifier. Alors, il y aura un match à domicile face à Simba, un déplacement à l'extérieur face à l'équipe du WAC. Donc, le coup est jouable. Je pense que la SEC a son destin en main. Les jeunes nous ont montré depuis la saison dernière qu'ils savaient voyager. On est allé faire de très bons résultats, notamment au Congo, etc., etc. Je pense que sur ce que la SEC a monté, on est capable d'aller bien négocier ce match-là. C'est un virage important. Il faut bien le négocier, il faut rester concentré, il faut mettre sur pied un véritable commando. Aller jouer ce match, je crois que c'est le 9 décembre. Le 9 décembre. Et puis après, on les reçoit ici. On verra, mais je pense que la SEC a son destin en main. C'est les 2 matchs les plus importants pour la SEC Moussa, pour la suite de la compétition. Il va falloir très bien les négocier. Voilà donc, mesdames, messieurs, c'est la fin de la grande team de ce soir. Le débat principal, le sujet principal de l'actu de ce soir, c'était la SEC. La SEC a-t-elle été convaincante? On a pu avoir donc quelques éléments de réponse. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, José Diati. Merci. Merci, Jean-Philippe. Merci, Henri Joël. Merci, Roger Stéphane. Bon retour chez vous. Ouais, je suis de retour. Voilà, bon, on n'est que lundi. Alors, on est ensemble du lundi au vendredi, vous le savez très bien, de 20h30 à 22h. On se retrouve donc demain en direct, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.